Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse helvète Blick. Blick.fr, si on veut donc trouver ce quotidien sur son ordinateur. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Service public, la grande démission ». Il est ainsi chapeauté. Ils sont soignants, enseignants, pompiers, chauffeurs de bus ou de train, militaires parfois, la plupart agents administratifs de terrain. Un jour, ils décident de partir, envahis par un grand spleen, un découragement, le sentiment d'avoir été trompés, méprisés, d'être livrés à eux-mêmes, d'avoir perdu le sens de leur engagement au service du public. L'impression d'être exploités aussi, même si la faiblesse de leur rémunération n'est pas la seule ni la principale cause de leur renoncement, ce sont les pourquoi de cette grande démission que cerne ce numéro du 1. Nous mettrons en ligne mercredi le premier d'une série de 3 entretiens avec Sandy Vercruisen, le contraire de quelqu'un qui a démissionné, je dois dire, professeur au collège Pablo Neruda, à Aulnay-sous-Bois, un collège classé en REP+. Elle y enseigne le français depuis 4 ans et dès son arrivée, elle a mis en place des activités culturelles à destination de ses élèves. Elle s'occupe de l'atelier théâtre du collège, mais elle a également déployé de nombreuses initiatives hors les murs, y compris l'usage de la radio. Je me permets de vous recommander l'écoute de ces 3 entretiens qui dénotent singulièrement avec le pessimisme ambiant à propos de l'école. N'oubliez pas enfin que vos contributions assurent la pérennité de nos conversations, ni qu'elles sont défiscalisées à hauteur de 66%. Intéressons-nous maintenant au premier de nos 2 sujets, du moins si, contrairement à ce que nous avons fait la semaine dernière, nous laissons suffisamment de temps à notre deuxième sujet pour se déployer. La question de la refondation nécessaire est éclairée par la question de la concertation possible ou impossible. Le président de la République a lancé jeudi le Conseil national de la refondation, le symbole de sa nouvelle méthode. Selon l'Élysée, il s'agit de revivifier notre démocratie et de faire face à d'immenses défis, de recréer la confiance. Le haut-commissaire au plan et principal allié de l'AREM, François Bayrou, du MoDem, en est le secrétaire général. Parmi les thèmes abordés figurent le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. Destiné à réunir acteurs politiques, syndicats, associations et citoyens pour réfléchir aux grands sujets du moment, le CNR est qualifié de bidule macroniste par Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, d'objet politique non identifié par le sénateur socialiste Patrick Kanner ou de saison 2 du blabla par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. De LR au Rassemblement national, en passant par les Verts, les Insoumis, les socialistes et les communistes, tous ont fait savoir qu'ils boycotteraient les discussions. Même l'ancien Premier ministre Édouard Philippe sera absent. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, redoute que le CNR ne vise à contourner le Parlement. D'autres soulignent une instance à faible valeur ajoutée au regard du Conseil économique, social et environnemental. Même si l'Élysée martèle, je cite, qu'il s'agit d'une méthode de concertation et non d'une nouvelle structure ou institution. En revanche, les principales associations d'élus ont finalement accepté de participer à son lancement, après avoir obtenu des réunions régulières avec Emmanuel Macron. Le MEDEF, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont également répondu à l'invitation. L'idée de ce CNR avait été lancée par Emmanuel Macron juste avant les législatives de juin dernier. Le clin d'œil au Conseil national de la résistance est assumé. Fondé par Jean Moulin en 1943, ce CNR Première Manière avait adopté en 1944 un programme pour relever la France anéantie par l'occupation nazie, un programme qui dessinait notamment les contours de l'État-providence, qui regroupait tous les mouvements politiques de la résistance intérieure et qui fut un moment rare d'union nationale avant que la politique et ses divisions ne reprennent ses droits en 1947. Nous vivons un temps comparable, a assuré Emmanuel Macron. Nous sommes dans une ère historique
qui impose de changer profondément de modèle, et puis la guerre est là. » Fin de citation. La journée de jeudi a démarré par un état de la situation du pays, une présentation des finances publiques par Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, de l'économie par François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, des enjeux climatiques par Corinne Lequerret, présidente du Haut Conseil pour le climat. Pour François Bayrou, ce qui est en jeu, je cite, c'est notre vie pour les années qui viennent et nos raisons de vivre pour les années qui viennent. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Pour le moment, comme vous l'avez dit, Philippe, on a assisté à une journée de lancement. Une des difficultés de l'exercice, c'est qu'il doit être un processus itératif avec maintenant un passage à une échelle locale avec des CNR locaux qui doivent porter sur les sujets dont vous avez parlé. Et donc, en réalité, l'essentiel du processus, ça va être de savoir si des acteurs locaux vont s'en emparer et si une discussion suffisamment vivante aura lieu à l'échelle locale. Puis, comment faire remonter toutes ces discussions au niveau national pour essayer de voir ce qui peut en sortir ou opérer des modifications à l'échelle locale. Je pense notamment à l'école et à la santé, où en fait, l'essentiel, c'est de savoir ce qui se passe dans les établissements. C'est pas de savoir ce qu'on développe simplement comme discours général à l'échelle nationale. Donc l'objectif, c'est évidemment de faire vivre un dialogue à travers l'ensemble du pays, mais aussi répondre à une aspiration à la participation qu'on a observée depuis plusieurs années sous des formes différentes, dans une volonté de se faire entendre dans des manifestations de rue, mais aussi l'intérêt qu'il y a eu pour le grand débat national, où il y a beaucoup de Français qui s'étaient rendus dans les lieux de discussion et qui avaient rempli des sortes de cahiers de doléances qui avaient été remplis. Qui avait été mis à disposition du public. La difficulté, on voit bien dans les réactions politiques, c'est que moi, je trouve tout le monde est piégé par nos institutions trop verticales. Pour le dire rapidement, il n'y a pas que le président de la République qui soit trop jupitérien en France. C'est-à-dire, quand on dit bidule macroniste, on est aussi jupitérien. C'est-à-dire qu'on pense, c'est-à-dire Gérard Larcher pense que tous les problèmes viennent du président de la République et que si le président de la République lance une invitation, y répondre, c'est lui rendre service et par conséquent, il ne faut pas le faire. Et donc, il ne joue pas son rôle qu'il devrait jouer. La question ne devrait même pas se poser. Il est président du Sénat. C'est son rôle de participer à un dialogue national, même si c'est pour dire qu'il n'est pas d'accord, que rien ne va, etc. Mais de s'abstenir, c'est tout de même une attitude, en fait, qui trahit une vision dans laquelle tout se passerait en France entre la rue de Vaugirard et le faubourg de Saint-Honoré. Il y a quand même une société qui a besoin de dialoguer, d'échanger, de se confronter, d'essayer des idées. Et là, on est piégé. C'est que si le président de la République s'implique, on dit ça politise et donc c'est de la récupération. Et s'il ne s'implique pas, on dit bon, c'est pas important, c'est pas le bon niveau, puisque en fait, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux. Donc, je pense que quand même le diagnostic selon lequel on manque d'une culture de la négociation en France, c'est quand même quelque chose de très partagé. On le sait par nos institutions. Alors, plusieurs acteurs, la CGT dit il n'y a qu'à demander au Conseil économique, social et environnemental. Mais enfin, si le CESE jouait le rôle qu'il est censé jouer en France, ça se saurait. On ne serait pas dans la situation où on est et on ferait des esprits publics réguliers sur les rapports du CESE. Je ne me souviens pas qu'on en ait fait régulièrement. Donc, il y a un malaise en France. On ne peut pas dire le contraire. Comment est-ce qu'on y répond ? Les députés LFI qui disent « nous gagnerons nos victoires dans la rue » sont dans une vision naïve selon laquelle le mouvementisme de la rue bénéficie à la gauche qu'il représente. C'est complètement faux. On a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ça ne requalifie aucun parti politique, aucune institution politique, aucun débat politique. Et donc, miser là-dessus, c'est aussi d'une naïveté politique incroyable. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, Emmanuel Macron avait lancé cette idée avant les législatives avec l'idée qu'il y aurait une majorité au Parlement et que par conséquent, pour compenser l'espèce d'écrasante absence, si je puis utiliser cette expression contradictoire, du Parlement, il allait lancer un processus de discussion différent et beaucoup d'acteurs disent « Ah ben non, le dialogue est revenu au Parlement parce que le Parlement va tenir son rôle
et être le lieu véritable de la discussion politique telle qu'on en a besoin en France. Moi, je l'espère profondément, mais on peut s'interroger sur l'attitude des partis d'opposition pour le moment au Parlement, qui ne semblent pas finalement rentrer dans cette culture parlementaire, parce que les groupes d'opposition, notamment ceux qui ont vocation à exercer le pouvoir, restent dans l'idée que après la prochaine élection, on reviendra finalement au régime habituel des institutions et on reviendra à un système majoritaire écrasant, comme on l'a toujours connu dans la Ve République. Bref, moi je pense qu'il faut quand même il faudra s'intéresser à ce qui va se passer au niveau local. Pour dire un tout dernier mot, je prends l'exemple de l'école, par exemple. Il peut y avoir des discussions intéressantes. Pour changer l'école, il ne faut pas simplement que le ministre ait des bonnes intentions et que le ministère fasse tourner des circulaires. On voit bien que la question, c'est l'appropriation par les acteurs d'une volonté de changement à l'échelle des établissements. Et là, il y a beaucoup de choses à discuter qui ne relèvent pas simplement de l'organisation institutionnelle, du recrutement, du niveau de salaire, etc. Il y a quelque chose qui porte sur comment motiver les élèves au travail. Je pourrais y revenir là-dessus, mais où il est légitime que les élèves prennent la parole, que les parents d'élèves prennent la parole, que le personnel non enseignant prenne la parole, enfin que tout ça dialogue. Donc, au-delà de cette journée de lancement, moi, je pense qu'on peut quand même consacrer un peu d'attention à ce qui se passera à l'échelle locale, qui donnera peut-être quelque chose. Nicole Nisotto. Oui, ce qui est fascinant avec ce président de la République, c'est qu'il arrive à faire la quasi-unanimité contre lui, en tout cas de la classe politique, même quand il a de bonnes idées. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir un débat collectif, transpartisan, si ça avait été possible, sur l'ensemble des défis que la France doit relever, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est effectivement dans une espèce de maelstrom international qui nous oblige à revoir tous nos principes, nos certitudes et nos priorités. Je veux dire, le Covid a été la surprise du siècle. Personne n'avait prévu la guerre en Ukraine. On a une crise de l'énergie qui n'était pas prévue. On a une inflation qui n'était pas prévue. Enfin, on est devant la nécessité de revoir et ajuster nos priorités. Et c'est mieux de le faire avec tout le monde que tout seul. Deuxième raison, on voit, les élections aidant, même la présidentielle, que l'abstention politique en France augmente, et notamment chez les jeunes, sauf aux européennes, ce qui prouve que y a c'est pas ce qui prouve, mais on sait qu'il y a un désintérêt pour la politique en France, en tout cas de la politique traditionnelle politicienne, avec cette idée que ça sert à rien, de toute façon ils font ce qu'ils veulent, et puis même de toute façon ils ont aucun pouvoir, ils arrivent à rien. Donc c'était bien d'associer en particulier les collectivités locales. Troisièmement, le Parlement, d'accord, mais on a vu le niveau des débats dans le nouveau Parlement. Si le Parlement doit uniquement s'intéresser au surmulot ou à la virilité des barbecues, peut-être que c'est bien d'avoir un lieu ailleurs où on fait un diagnostic un tout petit peu plus responsable. Et dernière raison, en fait, les Français sont inquiets sur l'avenir. Ça, c'est une chose dont on ne parle pas souvent, mais quand on regarde, par exemple, sur les indices INSEE sur le moral des ménages, ils sont en baisse depuis 7 mois, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en Ukraine, on est dans une chute du moral des Français qui accompagne d'ailleurs l'inflation, etc. Et quand on regarde les sondages européens, ça m'a vraiment frappé, le dernier Eurobaromètre que l'on a de l'hiver 21-22, seuls 32% des Français ont confiance dans l'Union européenne. Nous sommes les derniers des 27. Et dans ces sondages, 66% des Français jugent mauvaise la situation économique en France. Donc ça faisait beaucoup de raisons pour lesquelles l'idée d'avoir au moins un diagnostic commun, peut-être pas, mais la bonne idée aurait été, 1, les diagnostics, 2, quelles sont les options, chacun aurait dit pour les retraites, ça, puis 3, la négociation. Ça, à mon avis, l'ancienne institutrice que j'aurais adoré être aurait préparé un plan comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de bien démarrer parce que les partis politiques, comme l'a dit Marc-Olivier, jouent leur intérêt politicien et non pas l'intérêt national. Si j'ai un tout petit peu de temps encore, Philippe, je voudrais
Pourquoi est-ce si difficile, malgré tout, en France? Je crois que d'abord, il y a une erreur de méthode. Comme d'habitude, le président de la République annonce une nouvelle méthode avec la vieille méthode. C'est-à-dire, il sort de son chapeau le 3 juin cette idée sans en avoir parlé à qui que ce soit avant. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que les gens disent encore un coup de Macron, un coup de com', etc. Mais c'est extraordinaire comment on peut annoncer la révolution de la manière la plus réactionnaire qui soit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la semaine d'avant, ou 15 jours avant, il fait ce conseil de défense sur l'énergie, qui est la méthode totalement opposée à celle de la refondation. Donc ça, c'est une des raisons majeures, je crois, pour lesquelles les gens sont quand même un peu suspects. Je le regrette. Il y a d'autres raisons, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Avant de passer la parole à Richard Verly, petite digression, l'Académie de médecine a publié un rapport sur les rats à Paris. Ils sont 1,7 rats par habitant et l'Académie de médecine publie la liste de toutes les maladies dont les rats sont porteurs avec le caractère de dangerosité, notamment pour les plus jeunes, les enfants notamment, et pour les plus anciens. Ceci pour peut-être amener à réfléchir aux gens qui pensent que quand on change de vocabulaire, on a éliminé une situation compliquée. Richard Verly. Pour essayer de prendre un petit peu de distance vue de l'étranger, je crois que les questions posées par Emmanuel Macron, beaucoup de gens se les posent sur la France. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le pays est dans une phase de manque d'oxygène démocratique. Et au fond, c'est ça qu'il y a sous le socle du Conseil national de la refondation, puisque Emmanuel Macron a répété qu'il s'agissait de trouver de nouvelles formes de débat, et donc la question qu'il pose, c'est celle du fonctionnement démocratique du pays. Moi, je pense que cette question, elle est bonne, parce qu'il y a des problèmes, et l'image que je trouve, c'est celle du pontage. Lorsque des artères sont bouchées, eh bien, on essaye par un pontage de les contourner, mais encore faut-il le réussir, c'est-à-dire avoir un point d'entrée et un point de sortie. La difficulté pour Emmanuel Macron, en plus de tout ce que viennent d'évoquer Marc-Olivier et Nicole, c'est qu'il y a quand même dans le placard un cadavre, et ce placard, c'est le grand débat national qui a suivi la crise des Gilets jaunes, ou qui plus exactement est intervenu pour l'interrompre. Parce que, au fond, le grand débat national, c'était un extincteur politique. D'un seul coup, on lançait ce grand débat avec ses doléances pour calmer le jeu. Et ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que ce grand débat national, finalement, il n'a conduit à rien. Or, le nombre de contributions a été très impressionnant. Les gens se sont littéralement presque rués sur ces cahiers de doléances pour les remplir, pour participer aux différents débats qui ont eu lieu, etc., etc. Donc l'idée, la soif, je dirais, démocratique illustrée par ce grand débat, elle était réelle, et de ce point de vue, Emmanuel Macron l'avait bien diagnostiqué, même s'il l'a utilisé à des fins politiciennes, comme je viens de l'expliquer. Or, rien n'en est sorti. Et à partir de ce moment-là, très franchement, on ne peut avoir que des doutes sur ce Conseil national de la refondation. Et c'est là tout le problème. C'est que Emmanuel Macron aurait dû, à mon avis, faire le lien entre les deux. Il aurait dû, d'une façon ou d'une autre, reprendre ce qui est sorti du grand débat national, faire en sorte que ces états généraux, qui étaient un peu le grand débat national, trouvent une formulation plus concrète et la porter vers le Conseil national de la refondation pour en tirer les enseignements. Donc moi, le doute, il est là, c'est-à-dire comment, au fond, faire confiance à un président qui, une première fois, a quand même un peu manipulé l'opinion avec ce grand débat et créé beaucoup de frustration. Il retente l'exercice, encore une fois, sur une cause et sur un diagnostic assez justifié, mais comment va-t-il s'en sortir? Et alors, moi, l'autre interrogation que j'ai, mais c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est le choix de François Bayrou. Parce que très franchement, alors il y a le côté sage de la République, il y a le côté, bien sûr, vous l'avez dit Philippe, allié d'Emmanuel Macron, allié politique d'Emmanuel Macron. Mais franchement, je pense que si on parle de refondation, il fallait confier ça à quelqu'un de plus jeune. À quelqu'un de plus jeune, à quelqu'un peut-être issu du milieu universitaire, mais pas à une personnalité politique qui quand même sans doute doit croire toujours qu'il a un avenir devant lui. François Bayrou peut-être pense toujours que le destin pourrait lui sourire. Je trouve que là, il y a une erreur de casting. Ce n'est pas le tempérament ni la qualité personnelle de François Bayrou, c'est l'adéquation entre sa personnalité, son itinéraire et ce rôle de grand metteur en scène de la refondation. Béatrice Gibelin.
Oui, moi je vais réagir justement à ce qu'a dit Richard, parce qu'on est là pour le débat. Pourquoi on n'a pas tiré grand-chose des cahiers de doléances ? Parce que c'était un foutraque pas possible. Ça partait dans tous les sens. Chacun y allait de son propre point de vue avec ce qui était son souci personnel et de ce qui a été tenté en regardant un peu de près ce qui avait été dit, très difficile de sortir des lignes directrices sur lesquelles on aurait pu s'appuyer. C'est effectivement tout le danger de ce genre de choses. On se laisse aller, c'est pas forcément une réflexion dans le sens de l'intérêt commun, mais c'est moi, quel est mon problème, quelle est ma préoccupation. Donc c'était extrêmement difficile de tirer quelque chose. Je pense que ce sera un travail d'historien, il en faudra beaucoup, ça mettra beaucoup de temps pour que on puisse décanter et analyser correctement ces cahiers de doléances. Donc c'était pas si simple que ça de récupérer du grand débat quelques grandes idées en disant voilà ce que les Français attendent et ce que les Français demandent. Bon. Vous dites aussi, au fond, ça a été une manipulation politicienne par le président. Mais qu'aurait-il fallu faire ? Il était quand même extrêmement important de calmer le jeu. Je me souviens de le premier enregistrement que nous avons fait au sujet des Gilets jaunes, de la première manifestation, et tous autour de la table, nous n'avions pas du tout imaginé l'importance que ça prendrait. Bon. Et puis quand on a vu comment ça partait, alors il n'y a rien obtenu, il y a eu 10 milliards qui ont quand même été attribués, ce qui était quand même pas tout à fait rien de mon point de vue. Et puis il y a eu, je pense aussi, cette idée que il y avait une aspiration à plus de démocratie. Est-ce que c'est pour autant vraiment participer à cette démocratie participative ? On sait bien que quand on organise un certain nombre de choses, c'est toujours le même type de gens qui viennent, des militants et des jeunes retraités qui ont du temps, qui veulent encore rester dans l'activité, et puis c'est tout. Bon. Et que chacun vient non pas forcément avec l'idée de l'intérêt général, mais à défendre ce qui sont ses propres préoccupations. Alors là où la chose me semble, moi, très importante, c'est l'enjeu du local. Et c'est pour ça que c'est le choix de Bayrou. Parce que Bayrou, c'est un élu local depuis très très longtemps. Alors, on peut penser qu'il se croit encore un destin, mais enfin, il commence à avoir 3/4 de siècle. Bon, ça limite un peu quand même l'horizon dans le temps. Ça ne limite pas l'idée d'avoir un destin. Je dis ça parce que j'ai moi-même 3/4 de siècle. Oui, mais enfin, on peut penser qu'on peut être un petit peu réaliste quand même. Bon, passons. Bien. Et je crois qu'il peut avoir des contacts avec, justement, tous les élus. Parce que là où Macron a été habile, parce que quand même, le responsable des maires, le responsable des départements, le responsable des régions, qui sont deux partis différents, ont accepté d'y aller. En échange d'une réflexion sur la décentralisation. Et là, j'allais dire, tout le monde est au pied du mur. Il va falloir y aller, parce que la décentralisation, c'est réclamer plus de pouvoir, mais c'est réclamer aussi plus de responsabilités. Et réclamant des responsabilités, là, on va voir comment... Parce que dans la décentralisation, on réclame, mais c'est toujours l'État qu'on appelle derrière. Tout le temps, systématiquement. Donc, on est peut-être là-dessus, sur un tournant qui est important. Puis là, le dernier point que je vais dire, le grand débat, tout le monde s'en était moqué. Oh oui, bon, qu'est-ce que ça va donner, tout ça, bon, etc. Puis on a vu un président qui est allé mouiller la chemise, et puis les choses se sont pas si mal passées que ça. Alors ça a beaucoup agacé un certain nombre de gens à Paris, hein, vraiment, ce Charlot, bon, il fait son show, toujours, bon, ce trou du cul de président, bon, ok, très bien. Néanmoins, il s'est passé un certain nombre de choses dans ce grand débat. Moi, j'attends de voir ce que va donner le CNRS, ce que va donner le CNR grâce au niveau local. Marc-Olivier Padis. Oui, Richard a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, sur la continuité entre le grand débat et le CNR, et sur la question, c'est qu'est-ce qu'on attend, quel est le point de débouché, quelle est l'arrivée de tout ça. Et on voit l'anticipation
du président du Sénat qui dit mais attention, la représentation nationale. Mais moi je pense et donc ça veut dire s'il faut voter une loi, etc., tout ça, ça passe par le Parlement et le Sénat. Mais est-ce que c'est ça l'objectif ? Moi je crois que Gérard Larcher a tort, et d'autres avec lui, d'ailleurs Édouard Philippe était un peu dans cet état d'esprit, de mettre en rivalité démocratie représentative et démocratie consultative, participative. Les deux sont complètement complémentaires. On voit bien qu'il y a une aspiration pour les deux. Les gens, une fois qu'ils ont voté pour leurs députés, ils ne sont pas joyeux en se disant « ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyen et j'ai plus qu'à me taire pendant 5 ans ». Les gens veulent plus de participation, plus de consultation, prendre la parole, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en attend ? Ça, c'est peut-être pas très clair. Moi, j'ai un point de vue. Je donnerai juste l'exemple de l'école, par exemple. Le nouveau ministre Pap Ndiaye a raison de dire un des problèmes de l'école française, c'est le poids particulièrement fort de l'origine sociale des élèves sur leurs résultats scolaires. Et les enquêtes PISA internationales montrent ça, c'est incontestable, c'est un diagnostic. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit du coup, il faut lutter contre les inégalités scolaires. Mais une des choses qu'on ne voit pas assez, c'est que les élèves le comprennent, ça. Et que le comprenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans une sorte de fatalisme scolaire qu'on a mesuré avec des études. Fait que les élèves ont intégré, en fait, les inégalités de fonctionnement de l'école. Et donc, ils sont démotivés. Et donc, le problème, pour moi, numéro 1, c'est comment reconstruire de la motivation scolaire d'élèves qui ont une représentation fataliste de leur avenir. Et ça, c'est pas un texte de loi, c'est pas un problème de niveau de rémunération, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de climat scolaire. C'est un problème de travail pour écouter les élèves, recevoir leurs sentiments, leurs ressentis et essayer de travailler là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui passe par le dialogue à l'échelle d'un établissement, par la qualité de la relation entre l'équipe enseignante et les élèves. Et on n'a pas besoin d'une circulaire ministérielle pour ça. Donc moi, c'est peut-être complètement naïf et complètement déplacé, mais moi, c'est ça que j'attendrais de ce type de dialogue. Nicole Nisotto. Oui, juste un premier point rapide pour dire, moi, ça me paraît... C'est pas tellement le grand débat qui doit être mis en référence. Je trouve que c'est plutôt la Convention citoyenne sur le climat. Parce que là, il y avait un objectif précis, il y avait un engagement du président à tenir compte des conclusions, et il y avait des conclusions concrètes. Or, là, vraiment, pour le coup, ça n'a rien donné. Donc, voilà. Deuxièmement... Pardon, mais il n'y a pas eu aussi un truc où il y avait 35 personnes, je ne sais plus pourquoi, juste avant les élections, où je rêve, il n'y avait pas une sorte de comité Théodule où il y avait 35... Au CESE sur la vaccination, non ? Peut-être, oui, quelque chose de ce genre qui ne semble pas avoir eu un effet considérable. Pardon, mais Nicole. Je voudrais revenir sur la difficulté ou l'impossibilité en France d'avoir cette culture de la concertation, et on nous dit toujours, on nous vante toujours les mérites de la culture politique allemande, où la négociation, le compromis sont au cœur. Mais moi, je crois qu'on ne décide pas d'une culture de la concertation et de la conciliation en 30 secondes. Nous n'avons ni la même histoire, ni le même système électoral que l'Allemagne. Il faut se souvenir quand même que toute l'idée dans la recréation d'une république fédérale allemande après la guerre, c'était d'empêcher un État fort. Donc il fallait le vote proportionnel, il fallait le pouvoir des Länder, il fallait le pouvoir des syndicats. Donc tout a été fait pour empêcher justement la culture verticale et avoir cette culture de la concertation. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, où on a effectivement cet héritage du vote majoritaire d'une part, et puis de la culture plutôt verticale. Mais surtout, quand on voit aujourd'hui les résultats de la culture de la concertation en Allemagne, qui, qu'on le veuille ou non, n'empêche pas la montée des extrémismes. Au contraire, jamais l'extrême droite n'a été aussi puissante en Allemagne que depuis quelques années. Eh bien, on se dit que c'est pas forcément la panacée pour arriver à des compromis. On a l'impression qu'en Allemagne, les compromis se font avec une minorité très grande, mais quand même avec une minorité exclue de ce compromis. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas faire ces comparaisons, que la France a une culture de l'opposition, dans la rue ou dans le débat, et que c'est avec ça qu'il faut essayer effectivement de faire des diagnostics communs et de prendre en compte le diagnostic des autres. Richard Verly. Un mot sur les modalités et un autre sur la sortie éventuelle de ce Conseil national de la refondation. Sur les modalités, il y a une chose qu'on n'a, je crois, pas évoquée, c'est qu'en plus des consultations régionales, il y aura une grande consultation en ligne. Et là, on retrouve quelque chose très cher à Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'il a lancé son mouvement. Alors oui, c'est vrai, on peut considérer que c'est
assez virtuel, mais de fait, ça correspond quand même au comportement des nouvelles générations qui s'expriment en ligne. Donc je crois qu'il faudra aussi prendre en compte cet aspect qui a été annoncé. Sur la sortie, alors peut-être que Gérard Larcher a compris quelque chose. C'est qu'il y a peut-être derrière ce Conseil national de la refondation une tentation référendaire d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire de trouver là quelques axes qui lui permettront de lancer un référendum, de repasser devant le peuple avec quelques grands axes. Alors ce n'est pas moi, en tant qu'intervenant suisse, qui vais me plaindre de la démocratie directe, car je pense qu'elle ferait du bien en France, mais on peut comprendre dans ce contexte-là que le président du Sénat se soit alerté et voit déjà quelques lumière rouge s'allumer à l'horizon. C'est peut-être au fond ça le grand projet d'Emmanuel Macron, sachant qu'il est relativement ligoté à l'Assemblée nationale, c'est de revenir devant le peuple de manière solennelle à un moment donné. Et c'est ce que pense d'ailleurs, pour avoir échangé avec lui dans un petit cénacle de journalistes européens il n'y a pas longtemps, c'est ce que pense François Hollande, qu'il y aura un moment référendaire dans ce deuxième quinquennat Macron. Béatrice Gibelin. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Richard. Je pense que c'est voir remonter les thèmes qui pourraient faire l'objet d'un référendum, se rendre compte si à ce moment-là, on répondra vraiment à la question ou si on profitera de la question pour sortir Macron du jeu, ce qui sera difficile, mais c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire prendre la température vraiment au plus près pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Et effectivement, dépasser un blocage au Parlement, parce que l'attitude vraiment de l'opposition, qui est dans une logique déjà du prochain mandat, alors qu'on est sur des situations qui sont des situations graves, comme l'a rappelé autant Philippe que Nicole, et ça, je pense, de mon point de vue, c'est un peu une erreur de l'opposition, surtout de l'opposition de gauche, c'est de ne pas se prendre conscience de l'inquiétude profonde des Français aujourd'hui et qui ont, je crois, une préoccupation à quel est le devenir, nous, en tant que citoyens, mais de la France en tant que nation. Et cette attitude vraiment de blocage, je crois, est extrêmement dangereuse à l'avenir pour la démocratie. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet qui concerne Taïwan et les tensions autour de Taïwan. Selon le dernier sondage d'opinion réalisé en juin 2022, seuls 2% de la population taïwanaise est favorable à une réunification de l'île et du continent. Xi Jinping doit soigner sa stature d'homme fort avant le 20e congrès du Parti communiste chinois à l'automne et une session plénière de l'Assemblée nationale populaire en 2023, devant laquelle il briguera un troisième mandat présidentiel de 5 ans. Selon lui, l'unification, c'est le mot qu'il utilise, de Taïwan, avec Taïwan est une priorité qui ne peut être laissée aux générations futures. Le 10 août, Pékin a publié un livre blanc consacré à Taïwan, le premier depuis 2000 et le plus ferme jamais écrit contre l'indépendance de l'île, d'après un journal nationaliste pékinois. Le spectre d'un conflit armé opposant Pékin et Taipei plane sur le détroit de Formose depuis 70 ans, lorsque les troupes nationalistes du Kuomintang se sont installées sur l'île, fuyant l'avancée des communistes de Mao. En 2022, Taïwan a porté son budget militaire à un niveau record, près de 15 milliards de dollars, mais selon le think tank américain Council on Foreign Relations, les dépenses de la Chine seraient environ 22 fois supérieures à celles de Taïwan. L'armée chinoise, l'armée populaire de libération, compte plus de 2 millions d'hommes et de femmes d'actifs, dont près d'1 million rattachés à l'armée de terre, auxquels s'ajoutent 500 000 paramilitaires mobilisables et 500 000 réservistes. En comparaison, l'armée taïwanaise aligne 169 000 militaires d'actifs, mais peut compter sur 1 600 000 réservistes, selon le rapport 2022 de l'International Institute for Strategic Studies. Début septembre, la Chine a demandé aux États-Unis de renoncer immédiatement à la vente pour 1,1 milliard de dollars à la vente d'armes à Taïwan, menaçant, dans le cas contraire, de prendre des contre-mesures. Traditionnellement, les États-Unis avaient adopté une position d'ambiguïté stratégique consistant à ne pas dire clairement s'ils défendraient Taïwan en cas d'attaque chinoise, mais depuis 2 ans, le président Biden a affirmé à plusieurs reprises que son pays défendrait l'île si la Chine l'attaquait. Le piège de Thucydide, qui veut qu'une puissance dominante soit souvent poussée à entrer en guerre avec une puissance émergente, va-t-il se refermer sur les États-Unis et la Chine ? Béatrice Gibelin. La guerre aura-t-elle lieu ?
C'est quand même la question au sujet de Taïwan qui préoccupe, parce que s'il y a une guerre à l'initiative de la Chine pour remettre la main sur Taïwan, ou pour mettre la main sur Taïwan, effectivement, on ne s'en arrêtera pas simplement à la Chine et à Taïwan. On sait très bien qu'à ce moment-là, ne serait-ce que sur le plan régional, ça concernera le Japon, ça concernera la Corée du Sud, ça concernera bien évidemment les États-Unis, parce qu'il s'agit de leurs alliés dans cette région de l'Asie, et que s'ils n'intervenaient pas, c'est vraiment être décrédibilisé de façon impensable pour les États-Unis. Et puis, en face, du côté de la Chine, il y aurait sans doute la Corée du Nord, peut-être la Russie, la Corée du Nord qui vient de réaffirmer qu'elle est une puissance nucléaire et qu'elle n'hésitera pas à l'utiliser en cas de nécessité. Donc, l'affaire est sérieuse. Qu'est-ce qui a rendu cette affaire, de nouveau aussi présente et inquiétante ? Bien évidemment, l'intervention de la Russie en Ukraine. Ce qui n'était pas envisageable, est arrivé. Bon. Donc on se dit, mais au fond, la Chine, qui pense que Taïwan, c'est des Chinois, et que donc ça doit revenir à la Chine, être sous le contrôle de la Chine, comme les Russes pensent que les Ukrainiens sont des Russes, et que donc ils n'ont pas à s'émanciper, et que cette histoire de nation ukrainienne, c'est un doux délire, et que de toute façon, ils sont Russes, et point final. Bon. Et que donc on peut oser attaquer. Et que, écoutez la présentation qu'en a faite Philippe, il est évident que les poids militaires donnent l'impression que, d'entrée de jeu, c'est la Chine qui ne peut que faire une bouchée de Taïwan et tout se passera très bien. Sauf que, de mon point de vue, les choses sont sans doute beaucoup, beaucoup plus difficiles que ça. D'abord parce que l'armée chinoise, la dernière fois qu'elle est allée sur une opération, en vrai, 79, et elle a pris, excusez-moi l'expression, une déculottée par les Vietnamiens. Mais une déculottée sérieuse, vraiment une défaite humiliante. Ça laisse des choses en mémoire. Alors, ils sont effectivement une armée très, très nombreuse, puisqu'on parle de 2 millions, qu'on est en train de moderniser de façon très rapide, avec des budgets extrêmement importants, c'est indéniable. Maintenant, c'est une autre chose d'aller débarquer sur une île. Est-ce que la géographie, ça sert à faire la guerre, comme avait dit mon maître. Les falaises, c'est pas si facile que ça, de débarquer et de gravir des falaises. Souvenez-vous du débarquement, ça a quand même pas été une mince affaire. Et on aura une réaction forte de défense nationale du côté taïwanais. Elle sera aussi très nationale du côté chinois. Beaucoup plus que les soldats russes qui attaquent l'Ukraine. Je pense que le nationalisme chinois, qui est très fortement exacerbé par Xi Jinping, donnera du cœur à l'ouvrage au cas où ça se passerait. Mais ça ne se passera pas bien. Ça sera extrêmement difficile. En plus, il y a la configuration topographique de Taïwan, il faut quand même s'en souvenir. Il y a des montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude. Et ce sont les zones ouest, c'est-à-dire les plus proches de la Chine, qui sont très urbanisées et très denses. C'est pas facile de faire la guerre dans des zones très urbanisées et très denses. C'est pas du tout comme quand on a bombardé l'Irak en 2003. Ça n'a rien à voir. C'est un combat auquel les Chinois ne sont absolument pas habitués et pas préparés. Donc ça va être extrêmement difficile. On est sur des densités de population très, très fortes. Donc soit on fait un carnage, mais là, ça sera quand même pas évident du tout. Et donc, de mon point de vue, on y réfléchira 2 fois avant de se lancer. C'est-à-dire qu'on ne pourrait se lancer qu'en étant absolument convaincu que ça va aller très vite et qu'on va gagner. On ne peut jamais, jamais l'assurer à absolument dans aucune configuration. Par ailleurs, pour les États-Unis, c'est un moment aussi crucial. Ils sont extrêmement présents depuis très longtemps avec une flotte extrêmement importante et efficace. La flotte chinoise, elle est en train de se renforcer, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut.
On ne sait pas ses capacités. Sur la flotte américaine, on sait. Donc, je crois que pour les États-Unis, ils ont une certaine confiance. Et si Biden dit « on ne laissera pas tomber Taïwan », c'est parce qu'ils évaluent qu'ils peuvent tenir le choc. Même si tous les scénarios qu'ils font sont des scénarios qui montrent que face à la Chine, ce serait très difficile. Mais c'est plus pour voir leurs points faibles et les compenser que ce qui se passerait véritablement dans la réalité. Et je pense que, par ailleurs, les Chinois, après la visite de Nancy Pelosi, parce que c'est ça aussi qui a un peu agacé, plus que même qu'agacé Xi Jinping, c'est comment Nancy Pelosi est allée montrer son soutien véritablement à Taïwan. Et ce qu'il n'a peut-être pas compris, Xi Jinping, de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, l'image de la Chine est devenue une image négative dans une grande partie du monde. Pas seulement dans le monde occidental, mais y compris dans une partie du monde émergent qui se retrouve très vite en dépendance de la Chine. Bon, c'est toujours l'exemple du Pirée sur lequel ils ont mis la main, mais c'est la même chose au Sri Lanka et ce sera la même chose c'est la même chose sans doute en Éthiopie. Donc, on est sur un moment qui est extrêmement intéressant. Je ne dis pas que la guerre n'aura pas lieu, mais elle sera très très difficile à décider. Nicole Nisotto. Oui, Taïwan, c'est le type même de crise diplomatique et stratégique pour lequel la meilleure solution, c'est l'absence de solution. Et c'était le cas. On avait un statu quo très brouillardeux, mais qui existait depuis 1971, depuis le moment où la Chine a remplacé Taïwan comme membre des Nations Unies. Or, et ce statu quo, il reposait sur 3 vétos. Taïwan ne proclamait pas son indépendance, la Chine n'attaquait pas, et les États-Unis maintenaient leur ambiguïté sur leur politique. Or, depuis quelques années, ces 3 vétos, en tout cas 2 d'entre eux, ont sauté. Alors, d'abord, la première responsabilité, c'est effectivement la Chine, parce que dans son 2e mandat, Xi Jinping est passé à une idéologie ultranationaliste, un discours très agressif. Les difficultés économiques intérieures l'obligent à refonder une espèce de consensus sur la menace extérieure, et donc il utilise complètement ce discours ultranationaliste. On a vu déjà sur Hong Kong le raidissement chinois à l'été 2019-2020, avec une répression sanglante des manifestations qui protestaient contre la loi d'extradition. Et sur Taïwan, vous l'avez dit, l'idée, c'est d'unir Taïwan, la 23e province, à la RPC, à la République populaire de Chine, le plus vite possible, et en tout cas avant la mort de Xi Jinping. Donc on a effectivement un raidissement de la politique intérieure chinoise aujourd'hui qui joue en faveur du durcissement extérieur, et le livre blanc, effectivement, mentionne explicitement une possibilité, même s'il ne le souhaite pas, d'attaque militaire sur Taïwan. Mais d'un autre côté, il y a aussi de la part des États-Unis une rupture du statu quo. Et comme on est dans une émission où on peut dire ce qu'on pense et non pas ce qu'il est politiquement correct de penser, moi je dirais que les Américains aujourd'hui, vis-à-vis de Taïwan, ont une politique irresponsable. Au lieu d'augmenter la sécurité de Taïwan, ils l'affaiblissent par 3 évolutions qui me paraissent dangereuses. La première, la visite de Nancy Pelosi. Alors évidemment, elle est indépendante, c'est une parlementaire, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand même, je trouve que c'était une provocation. Et le mot exprès que je n'utilise pas sur l'Ukraine, mais là, je trouve que c'est une provocation vis-à-vis de la Chine. Deuxièmement, ensuite, elle a été suivie par une délégation de congressmen américains. Deuxièmement, la levée de l'ambiguïté stratégique qui était quand même la doctrine américaine depuis 1971 en disant « je défendrai militairement Taïwan ». Et troisièmement, une vente d'armes de 1,1 milliard de dollars de vente, pas de petits appareils, de vente de missiles les plus sophistiqués à Taïwan au mois d'août dernier. Je trouve que si c'est pas une provocation vis-à-vis de la Chine, je ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, la politique américaine, au lieu de sécuriser Taïwan, la met en danger. Marc-Olivier Padis. Oui, alors moi, j'écoute très attentivement ce que disent Béatrice et Nicole, parce que je connais beaucoup moins bien ces sujets. Je suis pas tout à fait convaincu sur l'attitude américaine. Moi, je pense que justement, c'était pas le moment de baisser les bras et de dire on se laisse intimider par la Chine. Justement, comme on l'a fait avec Poutine, on l'a laissé faire. Non, les Chinois, il faut dire
non, Taïwan, vous attaquez pas Taïwan. Alors moi, je connais pas les questions militaires très, très bien comme ça, mais ce que je perçois, c'est que ce que montre l'exemple ukrainien, c'est que vous envahissez pas une île de 23 millions d'habitants qui ne veulent pas devenir chinois, en tout cas sous le régime communiste, comme ça. Il y avait eu une scène extraordinaire cet été où l'ambassadeur de Chine à Paris, qui est quand même quelqu'un qui a un certain franc-parler, a expliqué qu'il fallait envahir l'île et rééduquer idéologiquement l'ensemble de la population qui a été contaminée par l'idée démocratique. C'est quand même assez vertigineux de voir ça. Alors, Xi Jinping a une vision, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'il pense qu'il va être réélu à l'automne, ce qui n'est pas encore complètement garanti. Moi, je renvoie à l'émission qu'on avait fait avec Jean-Philippe Béja, où il disait, de toute façon, on ne sait pas, c'est une boîte noire, personne ne peut dire ce qui est dans la tête aujourd'hui des membres du Parti communiste chinois. Bref, lui, il pense qu'il va être réélu, et qu'il va être réélu encore 3 fois, pour être là en 2037, avec en ligne de mire le centenaire de la République populaire de Chine, qui sera en 2049. Donc, il faut dire, la vision, il y a quand même un certain nombre d'hypothèses, là, lourdes, qu'il franchit allègrement. Et alors, dans toutes les contraintes qui existent, il y a quand même une contrainte centrale pour le dirigeant chinois, c'est la survie du régime. Parce que ça, c'est inscrit dans la nature léniniste du régime. Il faut défendre le régime. Or, l'exemple russe, avec les espèces d'épidémies, de suicides dans les premiers cercles du pouvoir, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais pour des dirigeants chinois, il y a quand même un certain souvenir de purges politiques, de règlements de compte, d'histoires quand même curieuses, et je ne suis pas sûr que ça leur donne une grande envie. Un dernier mot, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas une dimension simplement idéologique de réunir toute la Chine, même si elle est très très forte, et ce qui est un point faible. Moi, je pense qu'une politique appuyée uniquement sur de l'idéologie est par définition fragile. Il y a quand même une question aussi stratégique qui est l'accès à l'océan profond, qui est limité par la Chine parce que ses côtes donnent accès à une mer peu profonde, alors que Taïwan, sur sa côte orientale, a accès directement à l'océan profond, ce qui manque pour les sous-marins, pour un certain nombre de choses comme ça pour la Chine. Donc il y a aussi des raisons, je dirais, d'intérêt militaire et géostratégique extrêmement importante. Mais enfin, tout ça est quand même grevé de beaucoup d'incertitudes. Richard Verly. Peut-être d'abord une évidence et un rappel pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de Taïwan, c'est que vous ne rencontrerez, je crois, jamais un Taïwanais qui ne se dit pas chinois. Donc les Taïwanais s'estiment chinois. Ce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui, en tout cas une grande majorité d'entre eux, c'est être annexés par la Chine communiste, dont l'intention est celle que vient d'évoquer Marc-Olivier, c'est-à-dire bel et bien de les rééduquer. C'est tout à fait ça. Donc ça, je crois que c'est important parce que autant la volonté taïwanaise de résistance me semble très forte en ce moment, autant leur volonté de proclamation d'indépendance, même si ça plane toujours au-dessus de l'île, ils n'ont jamais franchi ce pas et leurs dirigeants politiques sont suffisamment sages pour ne pas le franchir. Deuxième chose, et là c'est un point de désaccord assez ferme que j'ai avec Nicole, moi je pense que dans ce passage de ces derniers mois, les Américains font un sans faute sur Taïwan. Un sans faute absolu, mais attention, du point de vue de la défense de leur puissance. Et on pourrait même dire du point de vue de la défense de leur hyperpuissance. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'obsession des Américains, c'est de ne plus être la première puissance mondiale et de se faire dépasser par la Chine. De ce point de vue, Taïwan est l'expression est malheureuse, mais est quand même un pion dans ce dispositif. Il faut, à un moment donné, que les États-Unis affirment leur suprématie sur la zone d'influence asiatique. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait si on résume ? Peut-être que la visite de Pelosi était une forme de provocation. On peut penser évidemment que Biden était d'accord avec la visite de la présidente de la Chambre des représentants. Mais ça a conduit à quoi ? Ça a conduit à la Chine à montrer son visage le plus agressif. Autrement dit, à montrer aux Taïwanais que ce que veut la Chine, c'est les envahir par la force. C'est débarquer par la force. Et ça, je crois que d'un point de vue, encore une fois, politique, diplomatique américain, c'est une réussite parce qu'ils ont solidarisé la population taïwanaise avec la puissance américaine. Un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a quand même, et Béatrice a très bien évoqué les raisons pour lesquelles un débarquement à Taïwan serait extrêmement risqué malgré la disproportion des forces, il y a une autre alternative. Et en fait, c'est cette alternative que tout le monde a en tête, c'est le blocus maritime. C'est-à-dire que la Chine ferait un blocus
complet de Taïwan. Alors bien évidemment, ce serait quand même une agression parce qu'il y a la liberté de circulation maritime dans le détroit de Formose, mais en gros, la Chine asphyxierait Taïwan. Mais il y a là un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine est aussi dépendante de Taïwan sur le plan économique. Et que si les liens économiques entre les entreprises taïwanaises, qui sont des géants, dont on parle plutôt moins d'ailleurs que les géants sud-coréens par exemple, mais sont des géants très importants, notamment dans le domaine des technologies et autres, si ce cordon ombilical-là est coupé, la Chine va en ressentir d'énormes effets. Donc moi je crois que, in fine, bien évidemment on est dans une période de tension. Comme toujours, une période de tension peut déboucher sur une guerre, sur une situation incontrôlable, mais penser que les Américains ont fait une erreur, je ne le crois pas. Et rappelons quand même que Taïwan est une réussite démocratique. C'est une réussite démocratique tout à fait lointaine, mais elle n'est pas si loin de Hong Kong, elle en est même très proche. On a vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Défendre Taïwan, c'est quand même aussi défendre nos valeurs. Nicole Nisotto. Oui, je ne crois pas qu'on soit à ce point en désaccord. Tu dis toi-même que les États-Unis ont fait un sans faute du point de vue de la stratégie et de l'image des États-Unis. Mais pour la sécurité de Taïwan, c'est une erreur. Ça met en danger Taïwan. La preuve, c'est que les Chinois ont over-réagi, ont fait des manœuvres militaires beaucoup plus fortes et beaucoup plus agressives que ce qu'ils avaient voulu. Ils ont lancé des missiles dans les eaux territoriales du Japon, de Taïwan. Ils ont mimé le blocus maritime pendant ces exercices. Autrement dit, c'est quand même incroyable. Les Américains poussent la Chine à se montrer agressive et après dénoncent l'agressivité de la Chine. Ça, c'est mon premier point, pardon. Et deuxièmement, quand on regarde les réactions de la région sur ces 3 derniers mois, on a une Australie extrêmement prudente, en dépit de son statut maintenant de meilleur allié des États-Unis dans la zone avec l'AUKUS et le Quad. La première ministre australienne a bien dit que nous sommes en faveur du statu quo, et non pas d'un affolement de la Chine. Quant au Japon, le Japon, il serait en première ligne d'un conflit avec la Chine. Il a 55 000 Américains sur son territoire, il a un conflit sur la possession des îles Senkaku, et le Japon est moins que tout autre intéressé à une dégradation de la situation dans la région. Donc les États-Unis jouent leur superpuissance au détriment de leurs meilleurs alliés de la zone. Béatrice Gibelin. Non, je ne fais pas la même analyse que Nicole. Moi, je pense que les Chinois, enfin Xi Jinping, pour des raisons à la fois essentiellement internes, compte tenu qu'il va y avoir ce congrès de fin octobre et qu'il doit absolument être confirmé, et que peut-être c'est pas si évident que ça. Donc jouer la carte nationaliste, c'est extrêmement important. Donc il y a une surréaction incontestablement, mais qui a des fins beaucoup plus interne qu'elle n'est à des fins externes. À ceci près que pour l'extérieur, c'est prendre encore plus conscience des risques que représente la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a courtisé la Chine pendant des années et des années, et puis maintenant, c'est comme si on ouvrait les yeux en disant mais enfin on leur a tout donné, on y est allé comme ça, pieds et poings liés, et puis mais quelle erreur. Et on essaye, il suffit de voir le retrait des investissements étrangers en Chine par exemple, qui est extrêmement important, et faire le blocus de Taïwan, c'est bien gentil, mais là moi je réagis tout à fait comme Richard, c'est-à-dire c'est se tirer aussi une balle dans le pied du côté bien évidemment des Chinois, parce que toute leur activité elle est effectivement sur cette côte orientale. Donc, ils en auront impérativement besoin tout autant. Donc, c'est pas terminé. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en remarquant qu'il est rare, quand nous faisons une recommandation à la fin de nos émissions, il est rare d'être certain de ne faire que des heureux parmi ceux qui voudront bien la suivre. Et c'est le cas avec l'exposition des œuvres du peintre André de Vambèze, 1867-1944, exposition qui vient d'ouvrir au Petit Palais et qui le restera jusqu'au 31 décembre. Cette exposition est une pure gourmandise. De Vambèze est parvenu à mener une carrière académique consacrée par le prix de Rome et par l'élection à l'Institut, et à cultiver une quantité de curiosités qui vont de la grande histoire, lorsqu'il peint la Commune, ou la guerre de 14 dans un triptyque absolument saisissant, jusqu'à l'avènement des nouvelles techniques, lorsqu'il peint un avion vu d'avion, dans une perspective vertigineuse que pourraient lui envier les films américains les plus dotés en trucage
ou en effets spéciaux, la poésie en plus. C'est un peintre de la ville, de la rue, du métro, des gens ordinaires, mais c'est aussi un portraitiste qui a un sens des visages et des expressions saisissants, un illustrateur dont il est facile de voir ce que les dessinateurs de bande dessinée de la ligne claire doivent à sa malice et à sa précision, à l'amusement contagieux qu'il éprouve, à dépeindre Gulliver chez les Lilliputiens, aussi bien que des tableautins pleins d'une foule de détails dont on savoure l'invention comme le rendu. Cette exposition a une taille idéale, elle est au Petit Palais, je l'ai dit, son accrochage astucieux et affriolant organise un parcours d'émerveillement et offre un moment d'une tonicité extrêmement bienvenue. Marc-Olivier Panis. Je voudrais dire un mot d'un romancier qui s'appelle Abdulrazak Gurnah, qui a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière. Je trouve qu'on a peu parlé de lui, finalement. Et j'ai lu cet été un des seuls romans qui était disponible en français, qui s'appelle Près de la mer, publié chez De Noël. C'est un écrivain originaire de Zanzibar et qui est installé au Royaume-Uni, où il est professeur d'université. Et évidemment, originaire de Zanzibar, il écrit beaucoup sur la migration et l'exil. Et le comité Nobel l'a présenté de manière un peu bien pensante, comme un romancier rendant compte de la condition des migrants au Royaume-Uni contemporain. Alors que moi, j'ai découvert un romancier en fait beaucoup plus riche que ça, sans aucune complaisance pour ses personnages, ni pour son île d'origine. Il raconte la rencontre entre deux hommes originaires de Zanzibar qui se retrouvent en Angleterre pour des raisons différentes, à des générations différentes, et qui se trouvent liés par des conflits familiaux, des héritages, des dettes, des histoires complexes liées à l'île. Et chacun raconte l'histoire de son point de vue et découvre le point de vue de l'autre. Et c'est là que le travail du romancier est remarquable, c'est justement d'être capable de nous faire passer d'un point de vue à l'autre, chacun a sa vérité, chacun capable de comprendre l'autre. Et au final, c'est un roman d'une grande tristesse, mais aussi d'une grande humanité. Richard Verly. Eh bien, Philippe, vous incitez les auditeurs à se rendre au Petit Palais. Moi, je vais les inciter à prendre le TGV pour se rendre à Bâle. Et il faut le faire vite parce que ça se terminera le 25 septembre. C'est l'exposition Gréco-Picasso. Le Gréco-Picasso au Kunstmuseum de Bâle. C'est une exposition formidable et je trouve que cette idée de mettre en miroir deux peintres à des époques si différentes, là, dans ce cas, c'est tout à fait justifié parce que Picasso lui-même définissait le Gréco comme un de ses grands inspirateurs, mais ça marche formidablement. Ça nous rappelle l'extrême modernité du Gréco. Je dois dire d'ailleurs que, en tout cas pour moi, l'exposition est plutôt à l'avantage du Gréco. Ça met plutôt en valeur les œuvres du Gréco que celles de Picasso, mais c'est un très beau moment artistique et il y a encore quelques jours, c'est à Bâle en Suisse au Kunstmuseum. Nicole Niesotto. Oui, alors moi je vais vous parler d'un des meilleurs romans de la rentrée, en tout cas un des meilleurs romans que j'ai lus, j'en lis beaucoup à chaque rentrée. Il s'agit donc de Chien 51 par Laurent Godet, paru aux éditions Actes Sud. Alors, Laurent Godet ne peut pas avoir le Goncourt parce qu'il l'a déjà eu en 2004 pour Le Soleil des Scorta, mais c'est un roman, Chien 51, tout à fait étonnant, très différent de ce qu'il fait d'habitude. C'est une espèce de fable moderne sur le malaise de nos civilisations. C'est une fable un peu de science-fiction, ça se passe dans un temps futuriste et futur, dans lequel les fusions-acquisitions ne se font plus entre entreprises, mais se font entre pays. Et donc ici, c'est la Grèce qui en a été victime. La Grèce est disparue. Elle a été absorbée par Gore-Tex, qui est l'entreprise, ou en tout cas l'entité la plus puissante de ce monde-là. Et Chien 51, c'est l'histoire d'un Grec devenu policier dans la partie la plus pauvre et la plus abominable de ce nouveau monde, et qui essaye de faire revivre, à coups de petites pilules parfois, la Grèce d'autrefois, les îles d'autrefois, et la nostalgie d'autrefois. C'est un très grand roman avec une écriture que j'adore, très dense, très ronde, très mouvante. Et vraiment, ça nous plonge, ça nous fait réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Béatrice Sublin. Moi, c'est pas un roman, mais c'est un ouvrage que je trouve très, très bien et très, très utile, je dirais. C'est la réflexion de Daniel Cohen sur Homo numericus, la civilisation qui vient. Je trouve que c'est
passionnant à lire. Daniel Cohen a une qualité d'écriture dans sa simplicité qui rend accessible vraiment la complexité au fond dans laquelle nous nous trouvons. Il voit la révolution numérique comme véritablement un tournant de l'histoire de l'humanité, oui, et un tourment aussi, le lapsus était tout à fait justifié, et qui n'est pas une étape de plus simplement avec une nouvelle technologie, mais c'est véritablement un bouleversement, une sorte de révolution extrêmement importante. Et pour lui, c'est au fond, ce numérique permet au fond l'industrialisation de la société post-industrielle. Avec, ce qui est un écho au roman dont Nicole vient de parler, et qui permet d'augmenter considérablement la productivité des services au prix de quelque chose d'extrêmement grave, qui est la déshumanisation, puisque au fond, on va plus chez le médecin, on n'ira plus forcément au bureau, on fera plus ses courses dans les commerçants, mais par Internet. Tout ça, et c'est une érudition absolument remarquable. Je dois dire que l'espoir qu'il met à la fin, je ne suis pas sûre de le partager. Merci. Tout à l'heure, dans la première partie de notre émission, Marc-Olivier parlait de ces élèves qui ont intégré les inégalités comme si c'était non pas une donnée transformable par la politique, mais une fatalité. C'est pour donner l'exemple d'une hussarde de la République qui précisément convainc les élèves qu'ils peuvent lutter, que cette fatalité ne s'abattra pas sur eux, qu'ils peuvent faire quelque chose, que je vous recommande le BADA, la série des 3 entretiens avec Sandy Vercruisen, donc professeur à Aulnay-sous-Bois, que nous mettons en ligne à partir de mercredi. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compendium mis en ligne tous les mardis, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.